Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo d'un format un petit peu particulier, vous le verrez, j'ai envie de vous parler de quelque chose plutôt personnel. Comment en fait j'ai fait face au syndrome de l'imposteur, comment je l'ai supprimé et comment vous aussi vous pouvez y faire face. Je sais que c'est une grosse problématique à laquelle beaucoup de personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, que vous soyez coach, consultant ou tout simplement entrepreneur, eh bien vous êtes face à ça et vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Souvent, c'est la chose qui vous empêche de passer à l'action, la chose qui vous empêche de pricer vos prestations à votre juste prix, à votre juste valeur. Et du coup, c'est souvent un élément très handicapant pour votre croissance. Ce que je vous propose, c'est qu'on se pose un petit peu ensemble pour en parler. Je vais vous expliquer 2-3 choses liées à mon parcours plutôt personnel et aussi comment vous pouvez en tirer profit. Donc pour ce faire, on va se poser dans quelques instants. À tout de suite. Ok, donc déjà, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? Je vais me mettre à l'aise pour cette vidéo qui va durer un petit peu longtemps, je pense une quinzaine, vingtaine de minutes en tout, parce qu'on va vraiment se poser et discuter parce que c'est une problématique à laquelle beaucoup de gens font face, j'en ai bien conscience, et souvent que ce soit même des élèves de mes formations, des gens en coaching, des gens par email, viennent vers moi et me disent voilà, j'ai cette passion, j'ai cette compétence ou même j'ai cette expertise, je suis employé dans tel domaine depuis X années, mais je ne sais pas comment me vendre, mais je ne sais pas quelle prestation faire, mais je ne sais pas comment ou combien me pricer. Et du coup, c'est un élément hyper handicapant parce que vous vous dites, face à vous, vous avez des acteurs du marché qui arrivent à avancer, qui arrivent à trouver des clients, qui arrivent à se vendre, qui arrivent à vendre leurs prestations des fois 5 fois, 10 fois, 100 fois plus cher que vous, mais derrière qui ne savent même pas délivrer. Alors, où est le secret? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Deux choses. La première, ces gens ont confiance en eux et confiance en ce qu'ils peuvent délivrer. Des fois, dans certains cas, ils ont surtout confiance en eux, pas forcément ce qu'ils peuvent délivrer. Et la deuxième, c'est qu'ils ont une compétence qui est la compétence, à mon sens, indispensable si l'on veut réussir en business, quel que soit le domaine. Ils savent vendre. Ils savent vendre et ils savent se vendre. C'est-à-dire que dans toute relation commerciale, il y aura 3 éléments à prendre en compte dans la vente. Le premier élément, ça sera en fait que votre client doit avoir confiance en vous. Le deuxième, il doit avoir confiance en votre produit et le troisième, il doit avoir confiance en votre société. Bien évidemment, ces 3 éléments doivent être réunis pour que cela fonctionne, mais il est possible qu'un seul élément soit présent pour que cela fonctionne, c'est-à-dire la confiance en vous qui est le plus important. Et la confiance en vous, si vous-même vous ne l'avez pas au préalable, votre interlocuteur ne pourra pas l'avoir. C'est une équation très simple et c'est une logique absolue. Donc, premièrement, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours pour identifier la chose et vous expliquer comment moi j'ai fait face au syndrome de l'imposteur parce que croyez-le ou non, j'ai été victime de ce syndrome à de très nombreuses reprises. À l'école, au départ, j'étais plutôt quelqu'un de très timide, très introverti. Au fond de la classe, je n'osais pas faire grand-chose et la seule façon que j'avais trouvé de me revaloriser et de me mettre en avant par rapport aux autres, c'était en faisant des bêtises, tout simplement. Donc ça m'a plutôt desservi qu'autre chose. On me disait même que j'avais un fort potentiel mais que je me sapais tout seul. J'ai eu plusieurs profs qui m'ont dit ça à plusieurs reprises. Soit, je ne me rendais pas trop compte de l'importance de l'école et jamais trop vu l'impression que ça me servait à grand chose. Avec du recul, effectivement, ce que j'ai appris à l'école ne me sert pas à grand chose aujourd'hui. Peu importe, c'est le système, c'est comme ça, eh bien, je l'ai fait. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, au bout d'un moment, soit en réalité, tu restes un petit peu victime de ta vie, soit tu deviens acteur de ta vie. Tu as le choix entre être spectateur ou acteur. Beaucoup de gens, en réalité, vont se dire la facilité, c'est d'être spectateur, de m'asseoir, de croiser les bras et puis d'attendre que le temps passe et de me dire qu'un jour, j'aurai un labrador, un kangou scénique ou un machin, une femme, une maison, 30 000 euros ou 50 000 euros de dette ou plus et puis 5 000 euros devant moi dans mon compte en banque et je serai content, j'aurai mes 2 enfants et voilà. Ça ira, c'est cool. Par contre, effectivement, je travaillerai 7 jours sur 7 jusqu'à 8-10 heures par jour, 12 heures si je dois me prendre des bouchons. Et puis, j'aurai 2 jours par semaine de répit éventuellement. Et puis, avec de la chance, 4 à 5 semaines par année où je pourrais faire plus ou moins ce que je veux selon mes finances bien évidemment. Et puis éventuellement à 65 ans quand je serai trop fatigué pour en profiter, on me laissera un petit peu de répit et encore si la retraite n'a pas été repoussée. C'était un petit peu la vision dans laquelle j'étais et je m'étais dit bon c'est comme ça,
on va accepter, hein, c'est ce que le système veut nous imposer, donc on va accepter. Seulement, moi j'avais mon père qui a toujours été entrepreneur dans la restauration et ma mère qui, elle, a toujours été également à son compte dans le domaine de l'esthétique. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais entouré de deux entrepreneurs, quand bien même mon père, je ne l'ai pas énormément vu, il est parti quand j'avais 2 ans, et ma mère, elle a toujours fait en sorte que je ne manque de rien, mais elle avait quand même du travail. Donc du coup, j'étais un petit peu seul lié à moi et je me suis réfugié dans la chose qui était la plus accessible pour moi, les jeux vidéo. Et je me suis mis aux jeux vidéo, et effectivement, d'ailleurs certains d'entre vous le savent et on en rigole encore, que je sois ou non en cours, que je sois ou non en semaine ou en vacances, peu importe, vraiment j'étais devenu addict à ça et ce pendant plusieurs années. Le résultat, c'est qu'effectivement, j'étais devenu extrêmement maigre, totalement associable, et dès lors que je ressortais d'un week-end et que je devais notamment aller au cours ou autre, j'étais limite, je me disais wow, qu'est-ce que c'est tous ces rayons du soleil, j'avais mal à la tête parce que je revoyais la lumière du jour au bout de 20 heures devant un écran bleu. Donc c'était très problématique et compliqué, mais par contre, j'ai eu plusieurs notions essentielles à cela. J'ai appris indirectement la vente et les échanges, j'ai appris le commerce, parce que c'était ce qu'on appelle un MMORPG. J'ai appris également à gérer un environnement et être leader sur un marché. Parce qu'effectivement, quand on joue énormément de temps, on a envie d'avoir une certaine reconnaissance sociale à travers cela, parce que je n'avais pas cette reconnaissance en vrai. Donc je l'ai recherché à travers un jeu vidéo. J'ai réussi à l'acquérir et je me suis dit au final, si j'ai réussi à l'acquérir là-dedans, être le numéro 1 sur des centaines de milliers de joueurs, il est possible de faire peut-être la même chose en vrai. Et comme par hasard, un jour, dans ce jeu vidéo, je rencontre quelqu'un qui me dit « j'ai une opportunité pour toi ». Et je me dis, qu'est-ce que ça va être? Il veut me vendre un équipement, il veut me vendre un truc. Non, pas du tout. Il m'a dit, il faut que ce soit sur Skype. J'ai dit, sur Skype, étrange. Je vais sur Skype, je lui parle, on échange. Et il me dit, écoute, voilà, c'est comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et il me présente le marketing de réseau. Et cette histoire, vous la connaissez déjà, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Mon parcours, pourquoi j'ai arrêté le marketing de réseau malgré mon succès. Bref. J'ai réussi avec le marketing de réseau et pendant un certain temps, ça m'a permis, si on veut, de reprendre confiance en moi et de créer, de faire germer cette petite graine qui était enfouie en fond de moi par rapport à l'entrepreneuriat. Donc je me suis dit, au final, c'est possible. C'est possible, t'es pas un nul, c'est pas réservé qu'à une élite, c'est pas réservé qu'à ceux qui ont des diplômes, c'est pas réservé qu'à ceux qui ont de l'argent, tu peux le faire. En parallèle de ça, au moment où je débute en fait cette activité, ce qui se passe, c'est qu'en 2013, je reçois un SMS, j'étais donc à l'usine parce que j'avais trouvé rien d'autre à faire que d'aller à l'usine après des stages d'orientation et c'est le seul endroit où il y avait des gens qui me revalorisaient. Donc je me suis dit, bon, je vais faire un apprentissage à l'usine. Ça a duré 4 ans cette formation à l'usine, ça ne m'a absolument rien appris que j'utilise aujourd'hui. Le truc, c'est que je mettais des cartons dans une machine constamment, j'apprenais aussi bien sûr à régler la machine et de temps en temps, j'allais dans un bureau pour faire 2-3 trucs sur l'ordinateur. Mais moi, ce qui me plaisait réellement, c'était la création, c'était la conception, c'était la réflexion et c'est pour ça qu'à chaque fois, je trouvais des excuses pour aller au bureau à l'ordinateur. Alors il est clair que certaines usines se disaient « oh, lui c'est un fainéant, c'est un branleur, excusez-moi du terme, mais voilà, il a envie d'aller au bureau, il a envie de ci, il a envie de ça », mais tout simplement parce que je ne m'épanouissais pas et j'arrivais pas à révéler mon plein potentiel dans cette usine. Donc j'en avais réellement marre. Et au final, ce qui se passe, c'est qu'un jour, en 2013, je reçois un SMS, donc c'était pendant ma pause, je sors mon téléphone, parce qu'effectivement les téléphones étaient interdits, je sors mon téléphone, je vois un SMS et c'était marqué littéralement « Salut, ton père est mort ce jour, point ». Et c'était mon grand-père qui m'envoyait ce SMS. Je me dis bizarre quand même ce SMS, on aurait pu, c'est peut-être une blague, je ne sais pas, on aurait pu me l'annoncer différemment. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'appelle. Et effectivement, c'était pas une blague. C'était pas une blague et j'apprends même que ça faisait plus de 2 semaines que mon père en fait était dans le coma. Il était dans le coma, personne ne m'avait prévenu parce que vu que j'étais trop pris à l'usine en me levant à 6 h du matin pour y aller, en me couchant à 22 h, parce que j'étais crevé mais je rentrais parce qu'en même temps je venais de démarrer un petit peu le MLM justement, donc j'avais envie d'essayer de comprendre tout ça. Je m'étais mis au sport parce que je faisais 1m76 pour 55 kg, donc il fallait vraiment que je me remette au sport et autres, je reprenne confiance en moi. Donc j'étais très occupé, très focus dans ce que je voulais faire parce que j'avais tout simplement envie de trouver des solutions, envie d'évoluer, au point même que mes proches se disaient « Ah, Alec, il a plus le temps, c'est mort ». À ce point-là, c'est pour vous dire. Donc là, j'ai eu une réelle prise de conscience. Et en fait, j'aurais pu effectivement rentrer chez moi, j'aurais pu dire « allez, j'arrête », mais je suis retourné travailler. Et au final, on m'a quand même forcé à rentrer chez moi parce que c'était un peu malsain. Bref,
je suis rentré chez moi et j'ai rien fait. Littéralement, j'ai rien fait. Je me suis posé, j'ai réfléchi et je pense que certaines personnes qui ont déjà vécu un traumatisme ou la perte d'un proche ont été dans ces mêmes situations où vous vous posez et vous vous posez des questions existentielles. C'est-à-dire, en réalité, pourquoi est-ce que je fais tout ça? À quoi ça sert? Concrètement, à quoi ça sert? Est-ce que quand mon père était sur son lit de mort, à quoi il a pensé? Est-ce qu'il a pensé à ses réussites? Est-ce qu'il a pensé à ses regrets? Est-ce qu'il a pensé à toutes les choses qu'il avait envie de faire mais qu'il n'a pas osé faire? À quoi il a pensé? Et moi, je me suis dit, à quoi je penserais les 5 dernières secondes de ma vie? Les 5 choses auxquelles je penserais à la fin de ma vie. Et souvent, c'est la peur. Souvent, c'est la peur le regret en fait d'avoir eu peur du regard des autres et donc de ne pas avoir fait certaines choses. Et moi, ce que je voulais faire, c'était avancer dans mes projets entrepreneuriaux, c'était impacter les gens. Et j'avais pour le moment ce véhicule du marketing de réseau. C'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, allez, je mets un petit peu, je calme ça, je vais être beaucoup moins focus sur mon apprentissage, sur l'usine, quand bien même dès lors que je fais quelque chose, que j'entreprends quelque chose, de le faire jusqu'au bout. Donc j'ai terminé cette formation bien évidemment. Et ensuite, je me suis dit, ok, je vais être à fond sur mon activité de marketing de réseau et je vais être à fond sur le développement personnel, le sport, etc., etc. Ce qui s'est passé, c'est que là, je suis passé en un instant avec cette prise de conscience d'une personne qui se dit, c'est pas possible, c'est pas fait pour moi. Je ne suis pas encore assez bon pour ça, je n'ai pas de diplôme, c'est réservé à l'élite, c'est réservé aux autres, je peux le faire parce que je dois le faire. Je dois le faire parce que je veux le faire. Et c'est hyper important. Et déjà là, j'avais annihilé toutes les problématiques auxquelles je faisais face indirectement et que je m'étais imposé moi-même avec mes croyances limitantes que j'avais eues au fur et à mesure des années et toutes les années qui avaient été derrière moi où les gens rigolaient, où les gens me disaient t'es un cancre, où les gens me disaient c'est pas fait pour toi, où les gens me disaient c'est trop compliqué, où les gens me disaient tu vas pas y arriver, etc., etc. Et du coup, je me suis dit bullshit tout ça, je vais y arriver et je vais faire en sorte d'y arriver. Donc première chose, pour le syndrome de l'imposteur, vraiment, dites-vous qu'est-ce que vous allez vous dire les 5 dernières secondes de votre vie. Et selon certains sondages, justement, la chose numéro 1 qui ressort, c'est en fait le regret de ne pas avoir fait des choses à cause de la peur du regard des autres. Donc, vous en foutez. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Probablement que cette vidéo va plaire. Probablement qu'il y aura des likes. Probablement qu'il y aura 1, 2, 3, 10, 12, 100, peu importe, dislikes sous cette vidéo. Peut-être même qu'il y aura un commentaire de quelqu'un qui va par exemple s'appeler Jean-Bernard et Jean-Bernard qui va dire « Alec, j'aime pas ta tête, vraiment j'aime pas ta tête, j'aime pas ta façon de parler. En plus, si, ça, je ne sais pas. Est-ce que j'en ai quelque chose à faire de Jean-Bernard? Est-ce que sincèrement, Jean-Bernard, s'il me dit « Arrête tes vidéos, c'est de la… voilà », je dois écouter Jean-Bernard et faire abstraction des centaines ou des milliers de personnes qui me suivent et qui apprécient mon contenu et de l'impact que je peux faire et aussi de tous les projets que j'arrive à mettre en place jour après jour, semaine après semaine, mois après mois et année après année aujourd'hui maintenant, à cause de Jean-Bernard? Absolument pas. Parce que Jean-Bernard sera la dernière personne à qui j'aurai envie de penser le jour où je dois repenser à ce que j'ai fait dans ma vie. Donc dites-vous ces choses-là. Premièrement, quelles vont être les dernières choses auxquelles je vais penser et quelles vont être les dernières personnes à qui je vais penser. Et aussi, pourquoi est-ce que vous faites ça et pour qui est-ce que vous faites ça. Vraiment, votre pourquoi, votre why comme on dit, et votre pour qui également est extrêmement puissant. Donc ça, c'est les premières parenthèses. Maintenant, donc, je continue ce parcours. Je vais faire mon marketing de réseau, je vais avancer, je vais avoir aussi bien sûr des mauvaises surprises, notamment celle où je m'étais fait prendre au jeu d'une pyramide de Ponzi tout simplement, dans laquelle effectivement j'ai engrainé plusieurs personnes de mon réseau malgré moi et j'en suis désolé, j'en suis navré parce qu'effectivement je n'ai pas été la seule victime, ils ont été des dizaines. Donc ça c'est des problématiques à laquelle j'ai fait face et du coup ça m'a permis encore de me remettre en question. À la suite de ça, j'ai dû faire mon service militaire. Et là aussi, j'ai pu me remettre en question parce que je me suis dit « Waouh, c'est hyper compliqué. En plus, je vais être infanteriste. C'est-à-dire que je vais devoir courir, je vais devoir porter des sacs, je vais devoir porter un lance-roquette parce que j'avais cette spécialité, enfin un Panzerfaust pour ceux qui connaissent. Bref, et du coup, voilà, je me suis dit « C'est pas possible, je suis pas capable. Il y a encore 2 ans, je faisais 55 kilos tout mouillé. Je faisais pas de sport, j'étais comme un idiot devant mes écrans pendant 8 heures par jour. Comment je vais faire ?»
Et du coup, j'ai fait ça pendant près d'une année et ça a très bien fonctionné au point même qu'ils ont voulu me faire grader sergent puis lieutenant, mais j'ai réussi à éradiquer ces propositions en prenant quelqu'un d'autre et en le proposant et derrière en disant aussi que voilà, j'avais des contraintes, entre guillemets des contraintes entrepreneuriales parce que j'avais été mandaté pour ma première mission de consulting pour intégrer un système de marketing de réseau dans une entreprise traditionnelle. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que là aussi, je suis sorti de ma zone de confort, j'ai cumulé différents jobs et je me suis dit, et différentes missions, et je me suis dit, voilà, j'aurais pu me dire, concentre-toi là-dessus, c'est déjà très compliqué. Non, j'ai fait autre chose à côté et j'ai trouvé d'autres excuses. Donc là aussi, vraiment, sortez de votre zone de confort. Donc troisième gros conseil, sortez toujours de votre zone de confort. Même si vous vous dites, ça va être compliqué, eh bien, mettez la barre encore plus haut. Si vous vous dites, ça va être impossible, mettez la barre encore plus haut dans ce cas. Et du coup, même si vous n'y arrivez pas exactement ou dans les délais, vous aurez de toute façon fait plus que si vous vous étiez dit « je vais me restreindre à ça, ça va suffire, c'est déjà un bel objectif ». Non, il faut aller chercher des objectifs incroyables si vous voulez avoir des résultats incroyables. C'est la base. Ensuite, du coup, je continue et autres, je termine mon service militaire, je me rends sur place par rapport à cette société qui voulait mettre en place son système de MLM et après, effectivement, il y a eu des déconvenues entre les deux associés, le partenaire avec lequel je travaillais et au final, d'un commun accord, on a arrêté, je suis rentré chez moi. La grosse remise en question, parce que c'était un projet sur lequel je croyais réellement et j'aurais pu avoir une belle position et puis développer cette affaire pendant un certain temps, mais je me suis dit que c'était plus en accord avec mes valeurs et autres, il n'y avait plus un bon feeling avec les différents intervenants, donc je rentre chez moi. Et du coup, je me retrouve, j'ai terminé mon service militaire, j'ai arrêté le marketing de réseau, j'ai un diplôme mais qui n'est pas utile, j'ai refusé une promesse d'embauche justement dans cette usine et je dois bien faire quelque chose. Surtout que je n'ai pas forcément beaucoup d'économies parce que quand bien même je n'avais gagné beaucoup avant, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables parce que je n'avais absolument aucune intelligence financière. C'est-à-dire que j'ai dépensé pratiquement tout mon argent, je sortais, je faisais des dépenses inutiles, etc., etc. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je me suis remis en question et j'ai accepté de mettre de côté mon ego. J'ai fait abstraction totale de mon ego, j'ai fait preuve d'humilité et ça, c'est le quatrième conseil. Si vous redescendez à un certain niveau, peu importe le niveau où vous étiez et où vous allez, eh bien, vous devez faire abstraction totale de votre ego et faire preuve d'humilité. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, reste calme, restreins-toi à ce que tu peux te permettre aujourd'hui et résous-toi à ce dont tu dois faire face. C'est-à-dire, j'ai postulé dans d'autres usines tout simplement et je suis retourné à l'usine. J'ai cumulé 3 jobs en tout durant cette période. Le premier à l'usine, dans une usine de gaz où mon job c'était plus de mettre des cartons dans des machines, mais c'était de visser des bouteilles à des trucs là comme ça et le gaz allait dedans, de l'oxygène, etc., etc. pour un grand groupe français. Le deuxième, c'était du coup, j'étais arbitre de foot. Donc bien, même si j'avais jamais fait de foot, je connaissais pas les règles, je savais même pas comment siffler ou comment couvrir ou autre. J'ai appris les règles du foot, j'ai passé 4 fois mon examen d'arbitre et à la fin en fait j'ai carrément arrêté au bout de quelques semaines parce que j'étais incapable de siffler même des petits enfants de 7 ans au jusqu'ici, ils savaient mieux les règles que moi et je me faisais insulter par les parents après le match. Bref, c'était compliqué mais j'avais besoin d'avoir un job en plus pour me stimuler, me revaloriser d'une part et puis avancer vers mon objectif surtout. Et troisième et dernier job que j'ai fait, c'était, et ça je l'ai fait pendant longtemps, c'était dans la sécurité. Dans la sécurité, j'étais dans une grande boîte de sécurité, l'un des leaders mondiaux de la sécurité privée, et je surveillais la nuit notamment et les week-ends des usines, voilà, pas l'usine dans laquelle je travaillais, mais des usines. Et du coup, ce qui s'est passé, vous allez dire, mais pourquoi tu faisais 3 jobs? Pourquoi tu faisais 3 jobs? Tu aurais très bien pu en faire un, tranquille, et puis te concentrer sur tes choses, et puis retourner dans ce train-train, et te dire, je vais trouver une copine, je vais me prendre un Renault Scénic, un Labrador, acheter une maison en crédit, et puis avancer comme ça, et puis être content dans ma vie. Mais non, j'avais toujours cette réelle envie d'entreprendre. J'avais toujours cette pulsion entrepreneuriale et cette volonté au fond de moi qui, même si j'avais fait face à un échec monumental qui plus est, même si j'avais tout le monde qui me disait arrête, c'est pas fait pour toi, retourne, redescends sur terre et autres, j'avais vraiment envie d'y arriver. Et je savais que juste avoir de l'argent, ça ne m'aiderait pas. Donc tout cet argent, ce que j'en faisais, c'est que je me formais et je dépensais tout l'argent que j'ai gagné pendant près d'une année, donc avec un salaire suisse qui plus est 3 travails en même temps, je dépensais plusieurs dizaines de milliers d'euros
en moins d'une année dans des formations, dans des coachings, dans des séminaires également. Je me déplaçais, j'ai aussi fait un bootcamp pendant plus d'une semaine, notamment lié au trading et autres, dans lequel d'ailleurs j'ai rencontré mon associé d'aujourd'hui et qui a lui aussi impacté considérablement ma vie. Et là, il y a deux grandes leçons. La première, donc la cinquième de cette vidéo, c'est tout ce qui concerne le fait de se former. La première chose et personne en laquelle vous devez absolument investir, c'est en vous. S'il y a bien quelque chose dans lequel moi je ne regarde pas en termes de dépenses, c'est les formations, c'est les coachings, c'est les séminaires, c'est les masterminds. Rien que le mois dernier, pour être honnête avec vous, on a dépensé plus de 45 000 € juste dans des formations, que ce soit des masterminds, des séminaires, des replays, des coachings, des formations en ligne. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à prendre conscience de nouvelles choses, acquérir de nouvelles compétences, ouvrir son réseau également lors de mastermind ou de séminaires. Aussi, bien évidemment, former une équipe derrière. Moi, si j'achète une formation, eh bien, je vais aussi la mettre à disposition de mon assistant. Mon associé, lui, va tirer ce qu'il a besoin de tirer de ses formations. On va aussi partager certaines notions ensuite à nos prestataires, etc., etc., pour déployer nos forces à une plus grande envergure, servir mieux encore nos clients et avoir de meilleurs résultats, donc gagner plus d'argent in fine. Donc c'est hyper important vraiment de vous former. Donc là à l'époque, effectivement, je n'avais pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui, donc je me formais selon mes moyens et selon ce que je pouvais faire. Donc j'avais investi beaucoup d'argent dans les formations et la deuxième leçon, donc la sixième de cette vidéo, c'est justement d'accepter d'ouvrir son réseau. C'est-à-dire que j'aurais pu, lorsque j'ai fait notamment ce bootcamp trading, me dire j'y vais, j'apprends et je rentre chez moi. Beaucoup l'ont fait et je sais que beaucoup le feront encore parce que voilà, c'est une mentalité, c'est comme ça, on n'a pas trop envie de s'ouvrir aux autres et autres. Moi, je me suis dit j'y vais, j'apprends et je découvre. Et je découvre, je rencontre, j'apprends de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Parce qu'en réalité, un ordinateur ou un livre, même si c'est très puissant aujourd'hui, a à mon sens beaucoup moins à vous apprendre et à vous apporter qu'une vie humaine, qu'un être humain, qu'une personne comme vous qui lui aussi a accumulé énormément d'informations, mais surtout énormément d'expériences de par les autres ordinateurs, les autres livres qu'il a pu avoir, mais surtout les autres personnes qu'il a déjà rencontrées et qu'il connaît aujourd'hui. Et donc, je me suis mis vraiment dans cette démarche et effectivement, j'ai créé une bonne relation, notamment avec le coach qui était présent, certaines personnes qui étaient présentes là-bas et surtout mon associé d'aujourd'hui qui, littéralement, indirectement, changé ma vie, sans lequel je n'aurais pas les résultats que j'ai aujourd'hui, très clairement, et je l'assume pleinement. On est très complémentaires et du coup, ça fonctionne très bien comme cela. Donc, je me retrouve à nouveau encore avec ces trois jobs, cette volonté d'entreprendre, je rencontre cette personne et là je me dis c'est bon, je me suis formé, j'ai mon associé, je vais passer à l'action. Seulement quand on est en Suisse et qu'on ne veut pas se lancer en auto-entrepreneur, donc on appelle ça juste indépendant, sauf erreur en Suisse, ou raison individuelle, enfin voilà, derrière on se dit qu'on doit créer une société. Et le minimum pour créer une société en Suisse, c'est une SARL. Et quand on veut créer une SARL, il faut 20 000 €, enfin 20 000 francs suisses, mais l'équivalent de 20 000 € plus ou moins, pour le compte de conciliation uniquement. Plus les frais à côté, plus les assurances, plus le registre du commerce, plus l'expert, plus le comptable, plus le notaire, plus. Donc en tout, c'est 25 000 – 26 000 € de budget. Donc je suis retourné travailler et j'ai enchaîné. Dès lors que j'avais ce capital, on a créé notre société avec mon associé. Et c'est là que ça va devenir extrêmement intéressant pour vous. Donc on crée cette société avec mon associé et du coup, là, je me dis, première chose, d'abord, comment est-ce qu'on va développer nos affaires? Comment est-ce qu'on va développer nos affaires? Donc on se dit, ok, quelle est notre expertise? C'est ça, donc c'est dans le marketing digital. On se dit, ok, on va créer une agence. On va créer une agence plus dans le trading. Plus dans le trading parce que j'avais des compétences en trading. Donc je vais me dire, ok, je vais faire la publicité pour des sociétés et des institutions de trading qui veulent former des gens, comme bien même je ne connaissais pas du tout le monde de l'infoprenariat, je m'étais extérieur. Et à côté, je vais créer une initiation au marché financier parce que j'étais face à une problématique récurrente, c'est que 90 voire 95% des traders particuliers perdaient de l'argent. Moi, fort heureusement, j'étais soit flat, soit j'en gagnais. Et du coup, j'avais acquis certaines compétences qui me permettaient de synthétiser l'information au point que je pouvais donner de la valeur aux gens pour qu'ils arrivent à au moins ne plus perdre d'argent. Donc, je crée cette initiation au marché financier à titre plus préventif qu'autre chose. Ça dure 9 mois, donc 9 mois durant lesquels je développe ce cours pour ensuite le vendre. Sachant en plus que j'ai presque fait l'erreur de m'associer à une troisième personne qui au final s'est avérée être un clown total, limite un escroc.
Donc c'est triste, mais c'est comme ça et des fois, vraiment choisissez bien vos associés parce qu'aujourd'hui il est clair que l'associé avec lequel je suis, j'aurais jamais pu, je pense, tomber sur quelqu'un de meilleur parce que outre les compétences qui sont juste hors du commun qu'il a, j'ai surtout une confiance infinie envers lui. Je pourrais limite lui donner ma vie entre ses mains, il n'y a aucun problème. Vraiment, il n'y a aucun problème. Donc trouvez un associé que vous pouvez même considérer comme un membre de votre famille parce que du coup, vous n'aurez vraiment aucun souci avec la confiance liée à cela. En revanche, l'autre associé qui voulait se joindre à nous, effectivement, là, ça aurait été problématique et heureusement pour nous, on n'a pas choisi de continuer avec cette personne. Quoi qu'il en soit, je développe donc cette initiation pendant 9 mois. Donc peut-être que certains d'entre vous veulent développer un infoproduit. Peut-être que certains d'entre vous veulent faire un infoproduit extrêmement complet, extrêmement compliqué, extrêmement magique, magnifique, la solution à tous les problèmes. Et c'est l'une des premières raisons aussi des gens qui ont le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que vous allez vous dire, je vais faire un truc de malade, comme ça épais le machin, et comme ça c'est sûr, il n'y aura aucun doute, je serai légitime. Et c'est sûr, je vais pouvoir le vendre parce que ce sera tellement puissant que tout le monde va l'acheter. En réalité, c'est faux. Parce que là, vous êtes en train de créer quelque chose que vous avez envie et qui vous rassure vous. Et pas en fait quelque chose dont le marché a réellement besoin et en fait dont il a lui réellement envie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez la nuance? Et du coup, la problématique, c'est que personne ne va vous l'acheter ou très peu de gens, sauf votre réseau direct, les gens qui ont confiance en vous et non pas confiance en votre produit et en votre société. Souvenez-vous en début de vidéo. Donc ça, c'est le, je crois, 7e ou 8e conseil. Donc vraiment, créer ce dont le marché a besoin et non pas ce dont vous pensez qu'il a besoin. Donc pour ce faire, il faut identifier son client idéal et identifier son marché, faire une analyse de marché, c'est hyper important. À la suite de ça, donc on continue d'accompagner une société de trading, puis après on s'est dit on va accompagner un client privé, donc c'était une salle de sport, on va leur faire des résultats, on va leur faire différentes stratégies, ça a fonctionné, ça a très bien fonctionné, on leur a généré pour des prestations allant de quelques centaines voire quelques milliers d'euros en termes de pricing, en termes de prix, plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et là, on s'est dit avec mon associé, on a regardé la chose et on s'est dit, bon, quel est le problème? Parce que nous, on gagne très peu d'argent quand on voit une prestation, mais par contre, quand on applique ces conseils pour notre client, il gagne énormément d'argent. Est-ce qu'on devrait pricer plus cher nos prestations ou est-ce qu'on devrait changer de business model pour pouvoir gagner plus et à la hauteur de ce que l'on génère aujourd'hui? Et du coup, on s'est posé cette question et au même moment, je vais lors d'un apéro after work d'entrepreneurs, notamment d'infopreneurs et de e-commerçants basés à Genève en décembre 2017. J'y vais et je rencontre deux personnes, donc Jean-Luc Pontuacudo qui est un très très bon ami et partenaire et Léo Guillot qui lui aussi est un très très bon ami avec lequel j'ai beaucoup et longtemps travaillé en tant qu'associé partenaire. Et du coup, ce qui se passe, c'est que lorsque je rencontre ces deux personnes, je me rends compte en fait du potentiel de l'infoprenariat et je me rends compte que les compétences que l'on a, mon associé et moi-même, sont tout à fait complémentaires avec cette industrie et que si on les intègre et on les implique à ça, à cette industrie qui était à l'époque beaucoup plus, je dirais, loufoque, c'est-à-dire qu'on pouvait se permettre de juste faire une vidéo sur YouTube et aller vendre un infoproduit et se dire c'est bon, ça va marcher, c'est super. Il n'y a pas besoin d'avoir de grandes compétences techniques en publicité, en stratégie marketing, en psychologie humaine et tout ce qui s'ensuit, en growth hacking pour faire de gros résultats. Donc nous, on est venu appondre nos compétences à ce système et effectivement, on a eu de très gros résultats, que ce soit avec nos premiers partenaires ou avec nos premiers infoproduits. Et après, derrière, on s'est dit, ok, on va arrêter de faire de la dinette avec les clients type restaurant, salle de sport, cabinet, etc., pour leur vendre une prestation à quelques milliers d'euros et passer des heures et des heures et des heures à leur expliquer des choses pour ensuite leur faire gagner beaucoup d'argent mais pas nous en gagner. Et on va faire uniquement du consulting. Et là, j'en viens. C'est-à-dire que le dernier conseil vraiment, enfin l'un des derniers conseils de cette vidéo, ça va être le 8e ou le 9e, je crois, ça va être vraiment de vous dire, ok, aujourd'hui, je suis dans ce business model, voici mes compétences, voici mon expertise, mais ce n'est pas forcément dans l'état actuel ce qui me rapporte le plus. Donc, ayez aussi l'humilité de savoir pivoter votre business model. Si vous savez pivoter votre business model, eh bien, vous arriverez à trouver l'angle parfait pour aller chercher directement droit devant vous vos objectifs et vos ambitions. Donc, c'est hyper important. Donc, nous, on a pivoté notre offre, on a pivoté notre business model et aujourd'hui, du coup, on a cassé ce plafond de verre qui ne nous permettait pas d'avancer, tout simplement. Et dernière chose, c'est que donc, on a accompagné certaines personnes, notamment des gens qui ont eu des résultats très impressionnants avec nous et on était basé sur un frais fixe plus un variable.
C'est-à-dire qu'on prend un variable à hauteur jusqu'à 50%, voire même plus dans certains cas, des bénéfices générés par nos actions marketing dans leur système d'infoproduits. Donc inutile de m'écrire des emails ou autre. On a beaucoup de demandes par rapport à ça et on choisit nous-mêmes nos clients. Donc inutile de nous dire « j'ai une idée », etc. Donc première chose. Mais deuxième chose, c'est que on les accompagne et donc on va chercher de gros résultats. Donc de très gros résultats par rapport à ça, de l'ordre de plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros, voire le but c'est d'aller chercher le million d'euros en moins d'une année généré en partant de zéro. Et du coup, pour certains, effectivement, on a de très gros résultats. Donc ce qui se passe, c'est que derrière, vu qu'on est directement lié aux bénéfices générés, nos factures à la fin du mois sont relativement intéressantes, dans l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros par client. Et effectivement, on a plusieurs clients. Imaginez que vous ayez ne serait-ce que 2, 3, 5 ou 10 clients de ce type-là, eh bien vous allez pouvoir facturer très cher et avoir beaucoup de bénéfices dans votre société. C'est quasiment du 100% de bénéfices. Ensuite, ce qui se passe, c'est que je me dis, ok, donc mes compétences ont permis quand même de passer, par exemple, je vous donne un exemple, à quelqu'un en moins de 4 mois, de zéro, vraiment zéro, j'ai pas de branding, j'ai pas d'image de marque, j'ai pas de chaîne YouTube, j'ai pas de nom, j'ai pas de liste, j'ai rien, à plus de 200 000 euros générés avec très peu de budget pub initial. Donc, en réalité, je suis capable derrière de vendre aussi des prestations parce que je n'arrive plus à faire face à toutes les demandes et donc vendre du coaching. Vendre du coaching à peut-être, allez, 5 000 euros. Mais non, 5 000 euros pour générer 200 000, c'est rien du tout. Donc 10 000 euros, 20 000 euros. Et après, j'ai commencé à tester ces choses-là et effectivement, je me suis rendu compte que les gens achetaient, tout simplement. Pourtant, il y a encore quelques semaines, quelques mois, je me disais c'est même impossible de vendre un coaching à 500 euros de l'heure ou à 1000 euros de l'heure. Et j'étais incapable de le faire. J'avais réellement ce syndrome de l'imposteur et je me disais constamment mais qui je suis pour me permettre de vendre un coaching à ne serait-ce que 250 euros de l'heure? Qui je suis? Je n'ai pas de diplôme. On m'a toujours dit que j'étais mauvais, que j'étais pas bon, que ce n'était pas fait pour moi, que c'était réservé à une élite. Et pourquoi aujourd'hui j'arrive à vendre un coaching à par exemple 48 000 euros pour quelques mois d'accompagnement, alors que derrière, je sais que mes actions vont permettre à ce business d'aller chercher 5 fois, 10 fois plus que cet investissement. Tout simplement parce que j'ai compris l'importance et la puissance et l'ampleur de nos compétences à nous en interne et la croissance exponentielle que l'on pouvait mettre en place et intégrer dans des business qui fonctionnaient déjà ou même des business qui partaient de zéro. Et quand vous comprenez en fait la valeur de l'impact de vos compétences, vous n'aurez plus besoin de faire face au syndrome de l'imposteur. Donc vraiment, comprenez la valeur et l'impact de vos compétences. Pour ce faire, rien de plus simple, vous devrez vraiment matérialiser votre offre comme étant la solution à un problème récurrent. C'est-à-dire que votre client aujourd'hui est dans une situation A à nouveau. Le but, c'est de le mener à la situation B. Vous êtes le véhicule qui va le mener sans encombre à cette situation et de la manière la plus simple et rapide possible. Ce schéma, vous l'avez déjà vu, il est simple comme bonjour, mais pourtant, il est encore très mal appliqué par bon nombre d'entre vous. Si vous l'appliquez correctement, vous arriverez très clairement à avoir des résultats qui vont être à la hauteur de vos ambitions et à la hauteur de vos espérances. Et c'est le dernier conseil de cette vidéo, c'est-à-dire sachez vous valoriser à la hauteur de ce que vous valez réellement. Arrêtez, des fois je vois des gens qui vendent par exemple, j'en discutais hier avec un partenaire qui me disait « Moi j'ai quelqu'un qui me fait mes miniatures de mes vidéos YouTube, quelqu'un qui a travaillé pour de très grands noms, qui fait qui fait du très bon travail, travail de très bonne qualité et autres, qui a des dizaines de milliers de reviews sur un site de freelance, il lui vend les miniatures YouTube 2,50 € la miniature. 2,50 € la miniature. Mais faut en faire combien pour réussir à en vivre? Alors que certains vendent 50 € la miniature. Alors je ne dis pas que vous devez multiplier tous vos prix par 20, évidemment, ce n'est pas le but. Il faut que ce soit à chaque fois justifié et que vous apportez au moins 10 fois plus de valeur derrière. Donc c'est à vous en fait de matérialiser vos offres et de réorienter votre business model par rapport à vos compétences et de faire cette rétrospection et remise en question par rapport à vous-même et par rapport à votre business model pour aller chercher des plus gros résultats. Donc voilà, cette longue vidéo qui au final retrace un petit peu mon parcours, ma vie. J'ai épargné certains détails bien évidemment, j'ai fait certains raccourcis. J'imagine que vous le comprendrez et que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, mais le but c'est de vous donner un maximum de valeur avec ces 9 ou 10 points clés qui vous permettent effectivement d'atteindre certains objectifs. Donc pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, s'il vous plaît, faites-le. Mettez-moi un énorme pouce bleu pour cette vidéo
qui en totale improvisation vient d'allumer les caméras et je me suis dit allez, je vais vous faire cette vidéo sur mon parcours, c'est l'occasion, on a un bon matos, on va faire une jolie vidéo sympathique. Donc vraiment mettez-moi un énorme pouce bleu, dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes victime du syndrome de l'imposteur, si oui pourquoi, comment le battre, comment y faire face, quelles sont vos ambitions, quels sont vos objectifs. Dites-moi tout ça en commentaire et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous savez que dans la description, vous avez une conférence offerte où pendant 2 heures, je vais vous expliquer étape par étape comment mettre en place votre business de coaching ou de consulting et même pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi réserver un appel stratégique avec l'un des membres de mon équipe. Ça aussi, c'est dans la description. Merci encore pour votre attention. Cherchez vos objectifs, croyez en vous, faites abstraction de votre ego et identifiez un seul de vos objectifs, votre ambition. Faites abstraction totale de tous les éléments perturbateurs à droite, à gauche et autres et défoncez tout, foncez. À très bientôt. Merci.